Je vais vous présenter dans 5 minutes des extraits du film que j'ai fait lors d'une résidence d'artistes très difficile en Seine-Saint-Denis. Et j'ai décidé de faire un film de discussion avec des artistes, des intellectuels, des gens du quartier, pour me sortir d'une très grande difficulté que vous allez comprendre en regardant des extraits de ce film, que j'ai fait d'ailleurs avec l'aide de Gilles Goudert, qui est éditeur, producteur, et qui a permis que ce film soit diffusé. Et il y a eu aussi dans ce film Éric Chauvier, anthropologue que j'avais rencontré lors de la Biennale de Lyon et qui m'a aussi aidé à explorer les questions qui me venaient en masse à l'esprit sur des notions comme l'art social, expression que je déteste. Par exemple, donc voilà, c'était important d'explorer tout ça. Et Guy Tortosa aussi qui a participé à ce film. Enfin, vous verrez tout à l'heure des extraits, ça dure 1h30, mais rassurez-vous, j'ai réussi à condenser ça en une petite demi-heure, et j'y ai inséré quelques éléments de réflexion que j'ai glanés aussi un petit peu à Nanterre, voilà, en une demi-heure. Mais quand même, pour lancer tout ça, Sandrine a dit l'art pour qui, pourquoi, comment. Alors, 2 mots, hein, l'art pour qui. Moi, je l'adresse, l'art... au public non exclusif, comme dit Thomas Hirschhorn dans le film que vous allez voir. Mais il se trouve que mon travail d'artiste a 2 adversaires, je dirais parfois même 2 ennemis. D'abord, le premier ennemi, ce serait le populisme, qui dirait, par exemple, il faut faire un art pour le peuple, il faut faire un art social. Je dirais que l'art se fait contre cela. Il n'est pas là non plus pour être un travailleur social, l'artiste, mais pour convertir des problèmes sociaux en problèmes artistiques, tout simplement. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette première question. Et donc, comme le sociologue, d'ailleurs, met à distance le monde social pour essayer de poser des méthodes à sa façon. Et le deuxième ennemi, après le populisme, le second adversaire... Le second ennemi, dirait Annie Ernaux, que j'aime beaucoup comme écrivain, ce sont ceux qui pratiquent le langage de la condescendance par rapport aux gens ordinaires. Parce que j'en prends quand même pas mal dans la gueule, excusez-moi, de m'immerger dans le monde social, et je suis quand même frappé du discours d'intellectuels de gauche, d'ailleurs, qui ne supportent pas des immersions et qui veulent toujours le langage de la mise à distance. Dont les discours sûrs, tout ça, bon, évidemment, ils ne sont pas interdits, mais quand même, je voulais quand même mentionner ce second ennemi qui est, chez des dirigeants, des politiques, des intellectuels, des artistes, le langage de la condescendance. Donc 2 ennemis, le populisme d'une part, et d'autre part, le langage de la condescendance. Et j'ai à mes côtés mon ami Éric Chauvier qui a eu cette belle phrase qui lance mon film, et qui est vers une interrogation. Quels sont ceux qui font l'art? Quels sont ceux à qui l'art s'adresse? Quels sont ceux que l'art ignore tacitement? Donc voilà le petit programme que je vous propose à réfléchir. Alors après, Sandrine dit l'art pourquoi? Alors là, je ne réponds pas, c'est de la métaphysique. Hein. Je ne réponds pas l'art pourquoi, ça je ne me sens pas compétent. Alors troisièmement, l'art comment? Alors là, oui, ça je me sens compétent, mais je laisserai ça ouvert, il faut être très très bref. Eh bien, c'est toute la question de l'art comme processus, par exemple, la question aussi du contexte, du dissensus avec le contexte. Est-ce qu'on est là pour faire un art bien au chaud avec le contexte? Bon, tout ça, c'est des vraies questions. Et est-ce qu'on est là pour poser un objet tout fabriqué dans l'atelier, déposé comme une sculpture finalement distractive ou monumentale? Tout ça, c'est des vraies questions qu'on peut se poser. Et pour ça, je vais laisser parler mon film et des extraits des pensées de, par exemple, Aline Caillet, philosophe, ou Didier Marcel, un de mes amis artistes, mais je m'oppose à Didier Marcel sur plein de choses. Justement, il a beaucoup de mal à comprendre que je puisse m'immerger dans les quartiers du genre, comme il dit. Donc voilà, donc c'est intéressant aussi que vos amis artistes qui sont à l'opposé de vous puissent prendre la parole, ce qui est fait dans ce film. Et j'avais été très sensible à son travail. Je dis son travail d'ailleurs, c'est l'artiste, mais j'appelle ça aussi travail. Il y a une dimension dans son œuvre qui consiste à aller à rencontrer directement les personnes, effectivement,
Et dans le cadre des mutations actuelles de ce lieu, je trouve que c'est une bonne occasion effectivement de savoir à qui s'adresse l'art aujourd'hui. J'ai relevé là je l'avais oublié dans le film, la cinéaste qui parle de redonner ses lettres de noblesse aux classes populaires. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire que les classes populaires, c'est difficile à qualifier aujourd'hui ce que sont les classes populaires, parce que moi, je suis sociologue, anthropologue, et même à notre niveau, on a du mal à identifier, à caractériser les classes populaires. Je ferais plutôt une distinction entre la ville, en fait, et ce qui n'est pas la ville. Ici, on est quand même dans une métropole, d'une certaine façon. Il y a une influence de la métropole de Paris. Bon, moi, je travaille beaucoup dans les zones périmétropolitaines, on va dire, c'est-à-dire loin des villes. Et si vous avez lu La carte et le territoire de Michel Houellebecq, il est le seul aujourd'hui pour moi à parler réellement de ces zones-là, d'une certaine façon. C'est-à-dire, on en a reparlé suite aux dernières élections, parce que ça s'affole un peu dans les Landernaux, mais au fond, cette France-là, évidemment, l'art n'y est pas du tout. Il n'y a pas de proposition véritablement artistique. Et surtout, la question se pose de redonner ces lettres de noblesse à la partie, je dirais, de ces classes populaires dont les forces productives ont été détruites, pour utiliser la parole de Marx. La destruction des forces productives, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de boulot concrètement. On va travailler avec de l'auto-entreprise, avec des petites choses, des ersatz de travail finalement. Moi, je suis directement confronté à cette réalité-là, puisque je travaille avec ces personnes-là actuellement. Enfin, j'essaie d'observer ces mutations de cette France qui ne peut plus jouir de tous les avantages de la ville finalement. Et l'art, moi, me semble aujourd'hui très urbain de toute façon. Dès qu'on va sur ces zones-là, ça me pose problème de redonner des lettres de noblesse, parce que justement ça serait mettre une espèce de jolie couverture sur un monde en s'abstenant de le comprendre justement. Donc si l'art pouvait aller questionner ces interstices-là de la vie sociale, il faudrait plutôt essayer de penser ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire la dissonance, c'est un mot que j'aime beaucoup, mais les anomalies, tout ce qui... Vous revoyez un ami d'enfance qui est devenu raciste, qu'est-ce que ça vous fait? Comment est-ce que vous réagissez? C'est un peu la situation du quartier Saint-Rémy à Saint-Denis. Est-ce que vous fuyez ou est-ce que vous essayez de travailler cette négativité? Peut-être que l'art pourrait essayer, je pense, de travailler cette négativité, ce serait intéressant. Ça m'arrive d'avoir des amis d'enfance qui évoluent d'une certaine façon dans cette France-là aujourd'hui, où l'art, effectivement, est totalement absent, en termes de propositions artistiques. Donc, je pense que c'est une définition donnée à Adorno aussi de l'art, c'est-à-dire que l'art, c'est tout ce qui est pas rationnel. Aujourd'hui, il y a des rationalités politiques, des rationalités scientifiques, des rationalités technologiques, économiques, évidemment. On est totalement gouverné par l'économisme. Et l'art pourrait être un autre langage là, au milieu de ces rationalités-là, auxquelles ne croient plus du tout la plupart de ces périmétropolitains, ces personnes simplement isolées. Et peut-être que l'art pourrait, je pense, aller questionner, plutôt que de redonner les lettres de noblesse, aller questionner les représentations. Qu'est-ce que c'est que d'être isolé dans cette France-là, d'avoir votre... Et là, c'est tout à fait en accord avec les travaux de Robert, avec les œuvres de Robert. Le bar où vous alliez, qui est devenu une espèce de lieu neutre avec des écrans où vous passez votre journée à observer des boules qui tombent sur une espèce de loto permanent dans les campagnes. C'est ça la campagne aujourd'hui, c'est ce qui n'est pas la ville en tout cas. Et je pense que je ne veux pas donner une définition de l'art parce que je ne suis pas habilité pour ça. Et puis surtout, ça serait très péremptoire. Mais en tout cas, l'art que je pourrais défendre serait celui qui pourrait aujourd'hui aller questionner cette négativité-là. Parce que c'est de la négativité, c'est du mépris social, mais c'est pas le mépris social d'Axel Honneth, qui est très théorique selon moi, qui est un théoricien qui a pensé cette idée-là. Là, le mépris social, il est vécu, il est incorporé par les personnes. Et ça serait pas donner une mission à l'art, finalement, mais ça serait peut-être simplement montrer que ça existe. Comme essaye de dire dans le film, si vous donnez du langage, le langage fait exister des situations aussi. Et moi, je m'inscris totalement dans la démarche de Robert Milin parce que justement, je pense que c'est vraiment son axe ses perspectives que d'aller questionner ces zones-là qui ne sont pas mises en lumière. Mais peut-être que ça ne va pas faire l'unanimité, ce que je viens de dire, sûrement. Vous définissez donc cette zone urbaine et puis une zone rurale ou moins urbaine ou périurbaine.
au sein même de la ville périphérique, là en l'occurrence à Nanterre, il me semble vivre quand même des fractures culturelles avec un lieu d'art qui est essentiellement fréquenté par des personnes qui ont des habitudes culturelles qui les amènent à l'art, et puis d'autres pas du tout, qu'on voit pas du tout. Donc là, du coup, on est dans des méthodes, dans des pratiques culturelles qui sont différentes. Donc il me semble quand même qu'il y a des cloisonnements au sein même du milieu urbain qui dépassent les frontières que vous aviez évoquées tout à l'heure. Je ne sais pas comment trop intervenir à ce niveau-là. Au titre un espace de l'art, je l'ai pris un peu littéralement, presque d'une manière immobilière, quoi. C'est-à-dire, les espaces m'intéressent énormément, dans la mesure où je suis peintre in situ, donc je les regarde et puis ils dictent en fait mon travail. Par ailleurs, j'enseigne à Cergy et mon poste c'est peinture espace. Donc encore une fois l'espace. Mais ce dont j'aimerais parler plutôt aujourd'hui, c'est les espaces qui m'ont donné l'envie de présenter le travail des autres. Donc peut-être de toutes les initiatives que j'ai pu avoir au long de ces dernières années. Donc je suis originaire d'un petit village et donc j'ai fait les beaux-arts et je me suis vite aperçu que je m'emmerdais dans mon petit village, j'avais plus personne à qui parler. Donc j'ai ouvert une galerie pour parler de ce que j'apprenais à l'école et on a discuté avec mes amis de mon village et mes nouveaux amis de l'art contemporain. Donc ça a commencé comme ça, je voulais pas être artiste particulièrement, mais en tout cas parler de l'art comme tu disais tout à l'heure. La réaction que j'ai eue la plupart du temps, c'était ça je peux en faire autant, donc ça c'est un grand classique de la lecture de l'art. Et pour moi ça a vraiment défini mon envie de faire de l'art à partir de là. Quelque chose que tout le monde peut faire, et pourquoi il n'y en a que certains qui le font. Cette espèce de passage à l'acte. Ça m'a vraiment intéressé. Donc depuis, je développe un travail sans prouesse. Vraiment un truc que tout le monde pourrait faire autant. En plus, j'essaye de donner la solution en essayant de ne mettre qu'une phrase dans la définition de mon travail in situ. Après cette expérience pendant le temps de ma scolarité et après, dans mon village, cette galerie Images, on avait créé une association pour ce coup. On était plusieurs et on avait un peu de subvention. Après, je suis monté à Paris avec des copains pour s'installer et on a trouvé un lieu qui était trop grand. Enfin, trop grand pour ce qu'on en avait besoin. On avait 800 mètres carrés sur le boulevard de Belleville. On était 4, on a pris chacun 100 mètres carrés. Et puis on a ouvert un lieu. En fait, la particularité, c'est qu'il n'avait aucune programmation. Il n'avait pas d'argent non plus, donc. Mais bon, on avait quand même 400 mètres carrés. Ça s'appelait l'usine de Palicao, c'était en 80-81. Donc comme on n'avait pas de programmation, on disait oui à ce qui se passait, quoi. On disait oui à l'air du temps, oui aux rencontres. C'était assez rapide. C'était un peu constant d'activité. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable ni d'internet. Et on n'avait pas assez d'argent pour envoyer des cartons d'invitation avec des timbres. Donc on faisait juste une photocopie qu'on collait toujours au même endroit dans la rue Quincampoix. Mais rigoureusement au même endroit. Et avec ça, on pouvait faire 200 personnes par soir, sans téléphone portable ni internet. Donc il y avait un espèce d'autre mode de communication qui s'effectuait je ne sais comment. Bon, peut-être on était un peu pionnier dans ce genre d'espace libre dans Paris en 80. On était un lieu qui a montré beaucoup de performances. Il y en avait peu dans les galeries et ailleurs à cette époque. On a fait des premières expositions de plein d'artistes qui sont devenus plus connus aujourd'hui. Et puis ça a été un lieu de concert aussi. Si on tape Palicao aujourd'hui sur le net, c'est surtout le dernier concert des Berruriers Noirs, mais c'est aussi le premier concert de Rita Mitsuko et Kratmilk et d'autres groupes de ce type.
Enfin, l'aventure s'est développée comme ça, bon an, mal an, sans grand contrôle, avec une grande inexpérience de notre part. On a accueilli aussi une radio libre. Les radios, à l'époque, étaient libres. Enfin, elles n'avaient pas le droit d'exister, donc c'était assez grave d'accueillir une radio libre. Elle s'appelait Radio Ivre. Et ça aussi, c'était un vecteur d'activité, non seulement le jour, mais la nuit aussi. Comme ça n'existait pas les radios d'initiative comme celle-ci, les gens parlaient toute la nuit, tout le jour, il y avait des invités tout azimut. Voilà. Et puis, bon, j'ai continué mon travail de peintre. Je suis peintre, artiste peintre en bâtiment, mais tel que c'est marqué. À l'époque, je faisais des tableaux, je faisais des objets. Je ne savais pas trop quoi en faire. Puis un jour, devant un stock de 50 toiles dans mon atelier, je me suis dit, ça peut plus durer, quoi. Là, je suis face à mon inefficacité, je ne vais pas en faire une de plus, quoi. Donc j'ai arrêté, et maintenant je peins sur les murs des monochromes. Entre-temps, la ville de Paris m'avait octroyé un atelier, et puis dès que j'ai eu l'atelier, j'ai arrêté de peindre, en tout cas de peindre dans l'atelier. Je me sentais un peu coupable vis-à-vis de ça, surtout vis-à-vis de tous mes copains qui voulaient un atelier et qui en auraient eu vraiment plus besoin que moi, puisque je m'en servais plus. Donc j'ai fait un truc qui s'appelle les Jours de la Sirène. Comme vous l'avez remarqué, tous les premiers mercredis du mois, la sirène des pompiers retentit pour tester la sirène. Donc, utilisant ce phénomène, je me suis dit, tiens, on va faire un vernissage tous les premiers mercredis du mois, comme ça évitera d'envoyer des cartons. Et les gens, ils se disent, tiens, il doit y avoir un truc là-bas, on va aller voir. Donc, le principe, c'était juste de filer les clés de mon atelier à un artiste que je rencontrais, et mon mailing. Parce qu'entre-temps, j'ai eu... Internet est arrivé. Donc, j'ai fait les Jours de la Sirène. Ça a duré 6 ans, je crois, à raison d'une expo par mois. Donc, j'arrivais à peu près chaque mois à rencontrer quelqu'un. Je lui disais, c'est OK pour le mois prochain si tu veux. Quand je ne trouvais personne, je faisais un truc qui s'appelait Open, c'est-à-dire à tous les gens à qui on envoyait un mail, on lui disait, si vous avez quelque chose à exposer, vous l'accrochez. Donc, c'était le vernissage qui devenait l'exposition. Voilà, et puis j'ai quitté mon atelier, donc j'ai arrêté ça puisque j'ai plus d'atelier, j'ai pas besoin d'atelier, j'ai juste mon ordinateur. Par contre, je voyais moins de copains, du coup, parce qu'il y avait moins de vernissage. Donc dans mon quartier, il y a un bar qui s'appelle le Bar du Marché. J'ai créé un truc qui s'appelle le Bar du Marché. C'est le vernissage sans exposition. C'était marqué faites comme lui, c'est-à-dire ce qui est en photo sur le flyer. Venez tous les vendredis soirs au Bar du Marché. Donc le flyer consistait à prendre en photo la tête de tous ceux qui venaient et leur tête poussait les têtes des précédents. C'était une opération de réducteur de tête en quelque sorte. Le projet était que le flyer devienne tout gris, quoi, que chaque tête ne soit plus qu'un pixel. Mais bon, ça s'est un peu arrêté avant, mais c'était bien quand même. Entre-temps aussi, avec ma compagne, nous avons créé une résidence d'artistes dans un château qui s'appelle le château de Kerpol, et les résidences s'appelaient 777. Ça s'appelait parce qu'on vient juste de nous sucrer les dernières subventions, donc c'est terminé. L'idée, c'était qu'on nous prêtait un château et nous, on le restaurait par l'art contemporain. Donc, on invitait des artistes à venir travailler in situ dans le château. Comme j'ai l'habitude de dire, c'était moins une résidence qu'un plan de table, puisque l'idée, c'était d'être une dizaine d'artistes en même temps pour manger ensemble. Et puis, la journée, comme on s'ennuie, on faisait des œuvres. Donc, on a fait ça pendant 7 ans. Et on va l'effacer, puisque on ne doit pas le garder. Voilà. Et donc maintenant, il y a plus grand projet, sinon peut-être un centre d'art. Nous sommes en train de réfléchir à l'idée d'un centre d'art. Ça prend bonne forme. Ça sera un centre d'art itinérant sur une barge,
Donc, on va peut-être bientôt avoir cette barge. Et c'est une barge qui va faire enfin le Grand Paris, quoi, de Paris au Havre, mais pas à la vitesse TGV, à la vitesse VGT. Je vous tiendrai au courant. L'art qui fait discussion, j'évoquais tout à l'heure la pratique de Christophe et qui me semblait devoir être relié à son engagement, à tout ce qu'il vient de proposer. Donc l'art comme possibilité de rencontre. Voilà. Philippe, par rapport à la définition, par rapport à pourquoi, pour qui, en lien avec ta pratique, peut-être? Moi, je commençais par la question dont on a parlé, la question des quartiers, et puis finalement la question pour l'artiste, ou pas pour l'art, d'aller essayer de rétablir un peu plus d'égalité, de démocratie, d'attention à ceux à qui on ne fait pas attention. Ma façon d'aborder ces questions-là, c'est de considérer qu'il y a un espace social dans lequel il y a énormément de mépris, de mépris par ignorance, et souvent que les personnes appliquent à elles-mêmes, et c'est le travail. C'est l'endroit où les gens travaillent. Qu'est-ce que font les gens ? Tout le monde travaille, enfin, la plupart des gens travaillent. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là ? Qu'est-ce qui se joue ? En quoi ça a du sens ? Il y a beaucoup d'endroits du travail où ça n'a pas de sens, où les gens sont mal, souffrent, sont maltraités. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, qui travaillent sur le travail, des chercheurs, des gens qui observent ça, qui essayent de soigner ces zones-là. Il y a les partenaires sociaux, comme on dit, les syndicats, qui travaillent sur ce qu'on a appelé les risques psychosociaux. Enfin, on en parle beaucoup, et il me semble qu'il y a un endroit où l'art a sa place, c'est là, parce que le travail, c'est l'endroit où se produisent les choses. À commencer par les artistes, on vient d'entendre Christophe parler, ou Robert tout à l'heure, c'est la manière dont on travaille, c'est la manière dont on produit, ou Thomas Hirschhorn tout à l'heure sur le film, il ne se crée des choses que parce qu'il y a des gens qui travaillent, et qui travaillent d'une certaine manière. Et ça, mon point de vue, c'est que ça n'est pas exclusif à l'art. Pour parler de non-exclusivité, je pense que ce serait vraiment un gros clivage social, que de laisser cette capacité à avoir un travail qui produit à l'artiste, et que tous les autres, finalement, travaillent comme des machines et ne créent rien, ne produisent rien. Donc mon point de vue, c'est qu'il y a production, il y a création partout où les gens sont en activité. Et que le travail de l'art, ce serait d'aller réveiller ça, le révéler, et se demander comment ça se fait, comment les gens, dans leur travail, dans leur activité, créent de la valeur, produisent, créent du sens, du lien, mais du coup c'est pas du tout le terme de lien social académique, c'est qu'est-ce qui fait que lorsque les gens travaillent, lorsque les gens sont en activité ensemble, ça produise quelque chose qui a suffisamment de valeur pour eux, pour l'extérieur, pour les autres, pour la société éventuellement universellement, comme disait Hirschhorn. Mais même sans aller jusque-là, il faut que ça produise suffisamment de valeur et de sens pour qu'on continue à travailler localement. Et pour l'artiste, bien sûr, c'est vrai. L'artiste travaille là-dessus tout le temps. Si ça n'avait pas sens, il s'arrête. Christophe, quand ça fait plus sens d'avoir un atelier, il le lâche ou il le prête. Donc l'artiste est sans arrêt là-dessus. Donc s'il y a quelqu'un qui est capable de se demander et d'aider, de travailler avec les autres sur qu'est-ce qui fait qu'on travaille et que ça produit quelque chose qui est intéressant et que ça vaut la peine de continuer, il me semble que là a un rôle à jouer. Et en ce moment, je ne sais pas si ça a été différemment à d'autres époques, en ce moment, très très peu de gens se soucient de ces questions-là. Et ce qui se passe beaucoup plus, c'est que le travail des personnes est occulté et méprisé, et que la manière dont à l'intérieur de leur travail les gens produisent de la valeur ou créent n'est pas reconnue.
Donc voilà, c'est ça que je développe, c'est ça que je ne suis pas le seul. Il y a quelques artistes qui travaillent sur ces questions-là. Et la manière, pour illustrer ce que vous voyez défiler là, qui va peut-être alimenter le débat, ça peut soulever des questions, c'est que j'ai une méthode de travail qui est d'aller voir, d'aller observer, d'aller interroger les personnes qui travaillent sur leur lieu de travail, quelque activité que ce soit, et puis d'essayer de comprendre avec elles, de comprendre quelle est la logique qui articule leur processus de travail et qu'est-ce qui fait que dans leur travail, pas du tout en coïncidence avec ce qu'on leur a dit de faire, ni avec la norme, ni avec la règle, ni avec ce qui se voit, mais de façon souterraine, de façon détournée, de façon souvent inconsciente ou intuitive, il se passe quelque chose d'intéressant pour elles et pour l'extérieur. Donc, c'est ce que je fais, c'est d'aller repérer ça et puis le mettre en avant, le mettre en évidence, l'exprimer de façon à ce que ça puisse devenir conscient et que les personnes puissent s'en emparer et puis que cette zone ignorée de leur création, du sens qu'elle donne à la vie, à leur vie, soit enfin reconnue un petit peu. Et ce que j'ai fait à cette occasion pour l'ouverture de ce lieu, et que je suis depuis une année, donc quasiment avec Sandrine et son équipe, c'est de demander ce centre d'art-là, qui se crée avec ces interrogations qu'on soulève aujourd'hui, il a une manière de travailler. C'est des gens qui travaillent. Ce que vous avez là, ici, autour de vous, c'est le résultat de mois et de mois de travail de non seulement les 4 personnes de l'équipe, mais tous les gens qui les entourent, même bien au-delà des techniciens, où il y a tout l'environnement de l'équipe du service culturel, de la mairie, du quartier, des habitants, etc. Donc il y a des gens qui travaillent et qui ont produit ce que vous avez là, des actions artistiques qui ont cette vocation de vouloir faire bouger un peu les choses. Donc je me suis demandé, et j'ai été voir, c'est quoi la logique de leur pensée, qu'est-ce qui fait que ici, à Nanterre, dans ce lieu, avec l'histoire passée de la Villa des Tourelles, quelle est la logique, quelle est leur vision de leur travail, de leur propre travail. Et donc là, on s'écarte un petit peu de la vision de l'art en général, parce que je ne crois pas que là, il y a une réponse. Je pense qu'en fait, chaque groupe de personnes qui travaillent sur l'art à un endroit donné, dans un lieu à un moment donné, ont leur réponse à ça. Qui est une réponse qui s'inscrit dans le contexte qu'ils rencontrent eux-mêmes, et que cette réponse n'est pas du tout forcément généralisable. Donc ce que vous voyez défiler sur l'écran, ce sont les phrases des personnes eux-mêmes qui travaillent ici, que j'ai triées, que j'ai mises dans l'ordre logique selon lesquels elles-mêmes structurent ces affirmations-là, qui sont leurs représentations, qui sont leur manière, leur logique de considérer pourquoi, comment on travaille, pourquoi, pour qui, comment et quel sens ça doit avoir. Si je le résume, c'est assez lent, ça défile de façon lente et puis on va peut-être pas voir tout. Si je le résume très vite, cette logique-là, je vais pas prendre tout, mais je vais prendre que ce qui marche. C'est des zones plus difficiles. Quand on travaille, il y a aussi des zones où ça rate, où on sait pas, où ça atteint pas les résultats qu'on voulait. Donc ici, comme dans tous les endroits où les gens travaillent, il y a des zones comme ça qui marchent pas. Donc ça sera intéressant à explorer, mais plus tard. Si je prends les zones qui marchent, ici, dans ce lieu-là, la façon de voir les choses, c'est de se dire, c'est important de se poser des questions, de bouger les frontières, il faut le faire, et l'art, il est spécialement bon pour ça, pour bouger les frontières, pour se poser des questions. Maintenant, il faut le faire pas n'importe comment, il faut le faire en accompagnant les personnes et en témoignant beaucoup d'attention, beaucoup de compassion, en mobilisant beaucoup d'attention, beaucoup de compassion pour accompagner les personnes de façon que tous, ensemble, on sente les choses et qu'on les sente, qu'on sente si ça marche, qu'on sente qu'est-ce qui marche pas, qu'on le sente et qu'on le sente ensemble et en même temps, et c'est là une très grande particularité, et en même temps c'est purement individuel. Il faudra que ça prenne place dans la vie de chacun, dans le parcours personnel de chacun, de façon à ce que ça devienne cohérent pour chacun, dans sa vie personnelle, et de façon avec une grande exigence d'honnêteté, sans se raconter d'histoire, de façon très simple, très honnête, à se demander est-ce que ça fait sens, est-ce que c'est cohérent pour moi, et surtout sans
sans se barricader, sans se cacher derrière le langage, et en étant dans l'action. Et à ce moment-là, l'art peut vraiment prendre son rôle qui a le rôle d'avoir un rapport ambivalent, un rapport double. Je ne veux pas être un peu péjoratif, ambivalent, ça peut être donc un rapport double au réel, un rapport d'une part hyper pratique, où on ne soit pas dans le langage, dans l'apparence, dans la façade, mais dans un rapport hyper pratique, hyper concret au réel, et en même temps un rapport philosophique, spirituel, qui puisse passer par des rituels, par exemple, des choses comme ça. Et que c'est dans ce rapport-là, au monde que permet l'art, couplé au développement personnel de pensée très spontanée, très personnelle, et qui soit capable d'être critique, qu'on peut faire le postulat de départ, qui est de se poser des questions pour bouger les frontières et pour continuer à évoluer. Voilà, ça, c'est la manière dont, ici, les gens travaillent. Donc, mobiliser beaucoup d'attention, partager avec les gens, leur faire éprouver les choses. Enfin, tout ce que j'ai raconté très vite, ça suppose qu'ils ont des actions d'un certain type, qui vont donc développer, par exemple, ce qu'on fait là. Voilà, toute leur activité, tout leur mode de travail dans ce lieu, leur mode de travail entre eux, et aussi conditionner la conséquence et la raison de cette vision des choses, et que cette vision des choses, elle donne sens à leur vie, elle donne sens à leur lieu, elle peut donner sens aux spectateurs, aux gens qui sont là, elle peut prendre sens pour les gens dans le quartier à Nanterre. Voilà, maintenant, si on déplaçait ça au Palais de Tokyo, ça ne marcherait peut-être pas. Si on déplace ça au Vésinet, ça ne marchera peut-être pas, etc. C'est local. Et surtout, ce que je vous ai raconté là, c'est cette manière dont les gens travaillent ici, dans le service d'art plastique, mais peut-être plus largement dans le service culturel, et peut-être plus largement à la mairie de Nanterre, c'est quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas reconnu. Ce que je viens d'énoncer là, c'est intuitif, c'est inconscient, c'est pas verbalisé, donc c'est pas reconnu, une fois de plus, c'est pas dit. Et c'est ça la vraie valeur de ce qui se produit ici. C'est ça qui fait que vous avez une œuvre sur les terrasses au-dessus de nos têtes de Crine qui va rester pendant une année. C'est tout ce qui se passe et tout ce qui aura lieu ou pas dans le quartier, dans les quartiers ici, ça va être le résultat de leur mode de travail. Et je crois qu'effectivement, le mettre en avant, le mettre en exergue, le montrer la beauté de cette logique, de cette façon de voir les choses, en montrer aussi les failles, montrer les endroits où les gens peuvent prendre place là-dedans, mais les endroits aussi où c'est difficile. Ça peut, en tout cas, c'est mon rôle, c'est le rôle que j'ai pris, et qu'on travaille ensemble. Ça s'appelle travail d'équipe, puisque ça ne peut pas être le fait de moi seul. Et c'est une autre façon d'envisager le rôle de l'art que j'ai appliqué ici, mais qui du coup peut s'appliquer dans n'importe quel endroit où les gens travaillent. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre en avant là où les gens travaillent, ce qui fait qu'ils donnent du sens à leur travail, malgré, voire contre, ce qu'on croit qu'il faut qu'ils fassent. Il y a des injonctions, on va leur dire tu dois travailler comme ci, tu dois travailler comme ça. C'est vrai aussi à Nanterre. Il y a des injonctions, il y a des missions, il y a des hiérarchies, il y a des reconnaissances ou non. Et malgré tout ça, contre tout ça, souterrainement, et parfois en accord avec tout ça, les gens réussissent à produire du sens. Et je crois que l'art, il est là, tout simplement. Il est dans ce que les gens font tous les jours, partout, à produire du sens. Et que mon rôle à moi, c'est d'aller aider ça à apparaître et à être reconnu.